Le fils de 11 ans de mon frère a craché dans mon assiette lors du dîner et a dit « Papa dit que tu le mérites ». J'ai attrapé mon sac à main et je suis parti. Ce soir-là, j'ai reçu un SMS de mon frère « Tu n'es plus la bienvenue ici ». J'ai répondu « Mon argent non plus. Les virements s'arrêtent demain matin ». 12 heures plus tard, il hurlait. Je n'aurais jamais imaginé qu'un enfant de 11 ans crachant dans ma nourriture serait la chose la moins choquante de cette nuit-là. Nicolas et Hélène célébraient leurs 15 ans de mariage, et ils voulaient que tout le monde le sache. Ballons, traiteurs haut de gamme, petites serviettes personnalisées avec leurs initiales imprimées dessus. Le genre de choses qu'on attend de gens qui essaient de convaincre les autres, et peut-être même, que tout est parfait. Je n'étais pas ravie d'y aller, mais je me suis présentée. Je le fais toujours. Nicolas est mon frère, et que cela me plaise ou non, nous sommes liés depuis des années, principalement à cause de l'entreprise. Il aime prétendre que c'est aussi sa société. Techniquement, il a des parts, une petite quantité. Je les lui ai données il y a des années quand je pensais que ce serait bien de garder les affaires en famille. C'était mon idée, mon travail, mon argent qui l'ont bâti. Nicolas était juste le gars que j'ai laissé s'asseoir à la table. Et avec le temps, il a commencé à agir comme s'il avait construit cette foutue table. Plus nous avions du succès, plus il se sentait tout permis. Il a commencé à poser des questions sur ma maison, la résidence secondaire que j'ai achetée près du lac d'Annecy, faisant des commentaires sur le fait qu'une célibataire n'a pas besoin d'autant d'espace. Puis le mois dernier, il m'a carrément demandé si j'avais déjà pensé à lui transférer l'acte de propriété puisque je n'ai pas d'enfant et que je n'en aurai probablement jamais. J'ai ri, j'ai dit non, et j'ai vu son visage se crisper d'une manière qui me disait qu'il ne plaisantait pas. Mais je n'étais pas préparée à ce qui s'est passé à ce dîner. La salle à manger était pleine. Nos parents étaient là. De la famille éloignée, du côté d'Hélène aussi. Lucas, le fils de 11 ans de Nicolas, était assis à côté de moi. Il a toujours été un peu excessif. Gâté, bruyant, sans limite. Mais ce soir-là, il était à un autre niveau. Alors que les gens discutaient encore en s'installant, j'ai commencé à remplir mon assiette. Sorti de nulle part, Lucas s'est penché, a craché directement dedans, puis l'a repoussé vers moi et a dit « Papa dit que tu le mérites ». On n'aurait même pas dit un enfant répétant quelque chose. Ça semblait répéter. Tout s'est arrêté. Tout le monde l'a entendu. Tout le monde l'a vu et personne n'a rien fait. Pas un seul reproche à Lucas. J'ai dit « Non mais Nicolas, c'est quoi ce bordel ?» Ma mère m'a regardé comme si je venais de renverser un verre. Mon père a continué à manger. Hélène a souri. Nicolas n'avait même pas l'air gêné. Il avait l'air satisfait. Je me suis levée, j'ai pris mon sac, je suis sortie et je suis rentrée chez moi. Pas de cris, pas de larmes, juste une sortie froide et nette. À 22h08 ce soir-là, Nicolas m'a envoyé un SMS. « Tu n'es plus la bienvenue dans cette maison ». C'était court, suffisant et pathétique, mais ça ne m'a pas touché comme il le pensait. J'ai répondu tout de suite, mon argent non plus. Les virements s'arrêtent demain matin. Pas de réponse. J'ai éteint mon téléphone et essayé de dormir, mais je ne pouvais pas m'empêcher de penser à Lucas. La façon dont il l'a dit, le petit sourire narquois, la fierté. Ce n'était pas juste un caprice de gosse. C'était quelque chose qu'on lui avait appris. Ce que je ne savais pas, c'est que mon message avait frappé plus fort que prévu. 12 heures plus tard, Nicolas hurlait. Pas après moi, pas en ligne, mais devant l'une de mes boutiques vers 6h20 du matin, et il n'était pas là pour parler. Je me suis réveillée avant le soleil. Pas besoin de réveil. Mon corps était déjà en alerte, même si je ne savais pas encore pourquoi. Mon téléphone affichait plus de 20 appels manqués, la plupart provenant de numéros que je n'avais pas enregistrés. J'ai appuyé sur le plus récent et écouté la voix de mon gérant, basse et rapide. « Camille, il est là devant le magasin, il hurle. » Ça m'a fait bouger. J'ai ouvert l'application connectée à la caméra de façade. Il était là, Nicolas, faisant les 100 pas sur le trottoir devant la vitrine en plein jour. Son visage était rouge, ses bras s'agitaient, il criait des choses que je ne pouvais pas tout à fait distinguer à cause du bruit de la rue. Les voitures ralentissaient. Une femme a traversé de l'autre côté de la rue pour l'éviter.
Mon gérant avait verrouillé la porte, mais Nicolas n'essayait pas d'entrer. Il voulait juste un public, et il en avait un. Les gens regardaient, filmaient, chuchotaient. Je n'ai même pas sourcillé. Qu'il crie. À exactement 6h03 du matin, chaque virement automatique connecté à son compte bancaire s'était arrêté. Il l'avait découvert quand le traiteur a refusé la livraison, ou peut-être quand sa femme a demandé pourquoi les frais de scolarité de l'école privée du petit n'étaient pas passés. Je l'ai regardé rager sur le trottoir comme un homme dont toute la vie avait été volée, parce que c'est exactement comme ça qu'il voyait les choses. Il pensait que l'argent était le sien. Pendant des années, j'avais complété leur vie discrètement, comblant les lacunes, lissant les fissures, gérant tout en coulisses pour que personne ne sache que Nicolas n'était qu'un nom sur un document, pas un véritable contributeur. Mais une fois qu'il a permis à son fils de me manquer de respect comme ça, et pire, une fois que j'ai vu à quel point il en était fier, tout a basculé. Ce seul moment à table avait fait tomber le masque. Il ne m'aimait pas, pire, il m'en voulait. Il croyait que mon succès lui revenait de droit. Que parce que je n'avais ni mari ni enfant, mon argent devait servir sa famille. Il avait conditionné son fils à le croire aussi. Le petit numéro de Lucas à table n'était pas spontané. C'était hérité. Vers 9h30, je recevais des messages de la famille. Camille, tu ne peux pas le couper comme ça. C'est ton frère. Tu es trop émotive. Mon père a appelé 4 fois. Ma mère m'a envoyé un long message me disant que je laissais l'argent me changer. Pas une seule personne n'a demandé ce qui s'était passé à table. Pas une seule personne n'a dit que Lucas avait tort. Il voulait que je me taise, que je fasse la paix, que je continue à payer. Vers 10h45, Nicolas m'a envoyé un nouveau SMS. Tu penses que tu peux abandonner ta famille? Tu n'aurais même pas cette entreprise sans moi. C'était l'hôpital qui se moque de la charité. La vérité, c'est qu'il savait à peine à quoi ressemblait l'entreprise aujourd'hui. Il n'avait pas mis les pieds dans un bureau depuis 8 mois. Il ne savait pas que nous changions de stratégie, de fournisseur, que nous restructurions 2 de nos plus gros contrats, mais il encaissait toujours l'échec. Il s'attribuait toujours le mérite lors des événements familiaux. Il agissait toujours comme s'il était qui fondateur au lieu du poids mort que je portais depuis trop longtemps. Je lui ai envoyé un seul SMS, c'est fini. Plus d'argent. Plus d'implication. Ne me contacte plus sauf par l'intermédiaire d'un avocat. Il n'a pas répondu tout de suite. Mais je savais qu'il ne lâcherait pas l'affaire. L'orgueil de Nicolas était fragile, et là, il venait d'être brisé. Il avait perdu le contrôle du récit. Et pire, il avait perdu la seule chose qu'il pensait que je ne retirerais jamais, l'argent. Ce soir-là, j'ai préparé le dîner, versé un verre de vin et me suis assise pour regarder le flux de la caméra extérieure du magasin une fois de plus. Tout semblait normal. Rue calme, enseigne éteinte, lumière fermée. Ce que je ne savais pas, c'est que Nicolas était déjà passé 2 fois en voiture ce soir-là. Une fois à 19h50, encore à 21h10. Juste des passages lents devant le bâtiment. À 1h38 du matin, une silhouette s'est approchée de l'allée arrière du magasin, portant un sweat à capuche et un masque. Ce que Nicolas ne savait pas, c'est que j'avais une deuxième caméra, une dont il ignorait l'existence, non connectée au système de sécurité principal du magasin, quelque chose que j'avais installé l'année dernière après une série de cambriolages dans le quartier. Elle n'était pas visible depuis l'allée. Et ce petit objectif caché derrière une fausse grille d'aération de l'autre côté de la rue a tout capturé, y compris le moment où Nicolas a retiré son masque, a regardé autour de lui et s'est éloigné alors que de la fumée commençait à s'élever derrière lui. À 2h04 du matin, l'appel est arrivé. Une alarme incendie à l'entrée arrière de ma boutique en centre-ville. La voix à l'autre bout de la société de sécurité était calme, comme si elle lisait une liste de contrôles, mais je me suis redressée dans mon lit comme si quelqu'un m'avait frappé à la poitrine. Un incendie. Ils ont dit que les pompiers avaient déjà été dépêchés. Je n'ai pas perdu de temps à poser des questions. J'ai enfilé un jean, attrapé mon manteau et j'étais dehors en moins de 5 minutes. Je n'ai même pas brossé mes cheveux. Le temps que j'atteigne la rue, les gyrophares rouges et bleus peignaient déjà les bâtiments. La fumée s'enroulait paresseusement à l'arrière du magasin, mais le feu était éteint. 2 camions de pompiers.
Quelques voisins aux yeux écarquillés, debout pieds nus dans leurs manteaux. Les flammes ne s'étaient pas propagées. Le système d'arrosage et la réponse rapide avaient limité les dégâts à quelques cartons brûlés, des murs noircis dans le couloir arrière et une forte odeur de fumée désormais incrustée dans chaque centimètre carré de l'endroit. Mais ce n'était pas le sujet. Quelqu'un avait essayé de le brûler. La porte arrière avait été forcée. Ils avaient utilisé une sorte d'accélérateur. Les pompiers ont trouvé des traces d'essence à briquet et une bouteille vide de produits inflammables à proximité. C'était un incendie criminel, clair et délibéré. Mais alors même qu'ils parlaient, je ne les écoutais pas vraiment. Mon esprit était déjà ailleurs. Je n'avais pas besoin de nom. Je savais déjà. J'ai attendu d'être rentré chez moi avant de vérifier le flux de la caméra cachée. La deuxième, celle que personne ne connaissait. Elle était montée dans un vieux boîtier de ventilation sur le bâtiment de l'autre côté de l'allée. À 1h38 du matin, quelqu'un est apparu sur les images. Capuche, masque, gants, portant un sac. Il bougeait vite. Savait où étaient les angles morts. Ce n'était pas le hasard. Puis le moment où il s'est arrêté au coin le plus éloigné près de la benne à ordures, a regardé autour de lui et a baissé le masque juste une seconde. Peut-être qu'il avait besoin d'air. Peut-être qu'il pensait que personne ne pouvait le voir là. Mais je l'ai vu, mon frère. Pas une ombre, pas une ressemblance. Son visage entier éclairé par la faible lueur de la lumière de sécurité au-dessus de la sortie arrière. Il est resté là seul à regarder le sol comme s'il débattait de quelque chose. Puis il est parti, masque remis, et derrière lui, la fumée a commencé à monter. Il m'a fallu moins de 30 minutes pour être au commissariat. Je n'ai pas attendu le matin. Je n'ai appelé personne. Je n'ai pas envoyé de SMS d'avertissement. J'y suis juste allé. L'officier de service a regardé les images avec un visage impassible. A rembobiné. A regardé à nouveau. Il m'a demandé si je voulais porter plainte. J'ai dit, oui, absolument. Il n'a pas demandé pourquoi mon frère ferait une chose pareille. Je pense qu'il pouvait déjà dire que ce n'était pas soudain. Ce n'était pas sous le coup de la colère. C'était un ressentiment lent et amer qui éclatait enfin en quelque chose de physique. Je leur ai tout donné. Copie des images, horodatage, déposition. Ils ont dit qu'ils émettraient le mandat d'arrêt le matin, mais Nicolas n'est pas allé aussi loin. À 11h10, il était déjà menotté. Cueilli chez lui. Pas de drame, pas de cri. Juste une arrestation calme devant sa femme et ses enfants. Hélène m'a envoyé un SMS à midi, « Qu'est-ce que tu fais bordel ? C'est ton frère. » Je n'ai pas répondu. À 14h, le reste de la famille était au courant. Les cousins, les oncles, les parents, bien sûr. C'est là que les appels ont commencé. Personne n'a demandé si j'allais bien. Personne n'a demandé si j'avais été blessé, si le magasin était endommagé, si le personnel était en sécurité. Ils ont dit, « Camille, c'est allé trop loin. Tu as vraiment appelé les flics pour ton propre frère ? Tu sais qu'il a toujours eu un sale caractère. Il n'a pas vraiment brûlé le magasin, si ? La boutique sentait la fumée chimique et le placo trempé. Le nettoyage allait prendre des semaines, mais aucun d'eux ne s'en souciait. À leurs yeux, j'aurais dû juste avaler la couleuvre. J'aurais dû laisser passer. J'aurais dû le protéger. Parce qu'apparemment, être né dans la même lignée est plus important que quelqu'un essayant de brûler votre vie. Nicolas a passé sa première nuit en garde à vue tandis que mon téléphone explosait presque. Appel manqué de ma mère. SMS de cousins dont je n'avais pas entendu parler depuis des années. 2 messages vocaux d'Hélène. Le premier calme et frénétique. Le second froid et sec. Personne ne demandait si j'allais bien. Pas un seul message sur l'incendie ou si le magasin était sauvable. Tout tournait autour de lui. Comment pouvais-je faire ça à mon frère ? Pourquoi suis-je allé à la police ? Voulais-je vraiment qu'il aille en prison pour une erreur ? Et puis il y a eu ce message de mon père. Juste 6 mots, tu as créé tout ce gâchis. À 10h du matin, Nicolas a été officiellement inculpé. 3 chefs d'accusation,
tentative d'incendie volontaire, dégradation de biens et violation de propriété. Le juge n'a pas accordé de libération immédiate. Apparemment, il s'est présenté au tribunal avec un air suffisant, comme si tout n'était qu'un malentendu qui se dissiperait une fois que j'aurais retrouvé mes esprits. Sauf que ce n'est pas arrivé. Vers midi, quelque chose que je n'attendais pas s'est produit. Hélène s'est présentée à mon bureau. Elle est entrée directement comme si elle en avait encore le droit. J'étais au milieu d'une réunion fournisseur quand mon assistante a frappé et chuchoté, « Hélène est là ». Elle avait l'air fatiguée, pas en colère, juste usée, comme quelqu'un qui n'avait pas dormi et qui était maintenant coincé à nettoyer un désordre qu'elle ne pensait pas voir devenir aussi gros. Elle ne m'a même pas salué. Elle a juste dit, « Camille, s'il te plaît. Nous devons parler ». Je l'ai suivie dans le couloir. Elle n'a pas demandé comment j'allais. N'a pas évoqué le dîner ou Lucas ou le fait que je venais de regarder son mari sur caméra essayer de brûler mon entreprise. Elle a dit qu'ils étaient dans une mauvaise situation financièrement, que Nicolas partait en vrille, que ce n'était pas qui il était. Elle a dit que les enfants posaient des questions. Elle a dit que ça les détruirait si je ne retirais pas ma plainte. Mais ce qui m'a le plus touché, c'est quand elle a dit doucement, « Peut-être que tu pourrais revenir en arrière. On règle ça en privé. » Je veux dire, tu as prouvé ton point de vue. C'est là que j'ai réalisé qu'elle ne comprenait toujours pas. Ce n'était pas une question d'argent, de vengeance ou de honte familiale. C'était une question de ligne qui avait été franchie, une ligne très claire. Je lui ai dit la même chose qu'à l'officier de police. Je voulais une action en justice complète, pas de négociation. Hélène est partie sans dire au revoir, s'est juste retournée et est partie, ses talons résonnant dans le couloir. Mais le vrai coup de théâtre est arrivé plus tard dans la soirée. Mon avocat m'a appelé, mal à l'aise. Il a dit qu'il avait été contacté par un autre avocat. Pas celui de Nicolas, ni celui d'Hélène. Mes parents en avaient engagé un. Ils ne poursuivaient pas. Pas encore. Mais ils voulaient discuter des options concernant les parts de Nicolas dans l'entreprise. Je n'ai même pas eu besoin de demander ce que ça voulait dire. Je savais déjà que Nicolas empoisonnait le puits depuis des mois, leur chuchotant des mensonges, leur disant que j'étais instable, que je prévoyais de vendre l'entreprise dans le dos de la famille, que je manipulais les finances, que je l'avais exclu injustement, et maintenant qu'il était assis dans une cellule de prison avec des accusations d'incendie criminel, mes parents se démenaient pour protéger leur image. Ils voulaient que je fasse marche arrière, que j'enterre les accusations, que je laisse Nicolas aller en thérapie et reconstruire la confiance. Ils ont même fait allusion à un règlement financier. Je le paierais pour qu'il se retire tranquillement. C'était au-delà de l'insulte. J'ai dit une chose à mon avocat, nous continuons tout. Non seulement le maintien des accusations, mais aussi la dissolution de ses parts. Il m'avait sous-estimé trop longtemps. Ce soir-là, j'ai conduit seul jusqu'à la maison du lac. Pas de musique, juste le silence. J'ai marché dans les pièces vides, regardé l'eau et je me suis laissé aller à ressentir. Pas seulement la trahison, mais le soulagement. Les masques étaient tombés. Je les voyais enfin tous pour qui ils étaient vraiment. La famille n'essayait pas de réparer quoi que ce soit. Ils essayaient de garder leur nom propre, leurs mains propres, alors que les miennes tremblaient encore des dégâts de la fumée. Nicolas, il était juste l'arme. Mais j'avais fini de jouer la cible. Je suis entré dans la salle d'audience sans aucune nervosité. J'avais brûlé tout ça il y a des semaines. Au moment où l'affaire de Nicolas a été appelée, je n'étais même plus en colère. Juste fatigué. Il avait l'air plus mince que d'habitude, presque émacié, comme si les murs se refermaient enfin sur lui. Il essayait toujours de se tenir avec une fausse dignité, comme s'il n'était pas là parce qu'il avait essayé de mettre le feu à 2 heures du matin. Il ne m'a pas regardé une seule fois. J'étais assise derrière le procureur, calme, silencieuse. Hélène est arrivée seule, s'est assise au fond comme si elle ne voulait pas être vue. Elle ne m'a pas parlé, ne m'a même pas jeté un coup d'œil. Quand le juge a lu les charges, tentative d'incendie volontaire, violation de domicile, dégradation de biens, j'ai vu les yeux de Nicolas bouger légèrement, comme si peut-être pour la première fois il réalisait que ce n'était pas juste une dispute entre frères et sœurs. C'était réel, et il avait franchi une ligne dont on ne revient pas.
Son avocat a essayé de plaider le stress, les tensions familiales, les frontières floues. Il a appelé ça une erreur de jugement émotionnel, mais les images disaient le contraire. C'était calculé. Nicolas a plaidé coupable, pensant probablement que cela lui vaudrait de la sympathie ou de l'indulgence. Au lieu de cela, le juge lui a donné exactement ce que le procureur avait demandé. 3 mois de prison ferme, plus un dédommagement complet et une ordonnance d'éloignement qui lui interdisait de me contacter ou de venir à moins de 60 mètres de n'importe laquelle de mes maisons ou entreprises. Il se tenait là alors que le marteau tombait et j'ai finalement réalisé quelque chose. Il ne comprenait toujours pas. Nicolas n'était pas désolé. Il était coincé. Alors que je quittais le palais de justice, mon téléphone vibrait encore et encore. Des membres de la famille qui n'avaient pas dit un mot pendant tout le processus étaient soudainement bien réveillés. Ma mère, ma tante, même 2 cousins d'une autre région. Ils ne me contactaient pas pour me soutenir. Ils étaient furieux. Tu n'avais pas à aller aussi loin. Tu aurais juste pu lui parler. C'est ton frère, Camille. C'est là que ça m'a frappé. Tout ce temps, ils attendaient que je cède. Pas une seule fois l'un d'eux n'avait dit, il n'aurait jamais dû faire ça. Pas un seul. Ils ne s'intéressaient pas à la justice ou à la responsabilité. Ils étaient juste mal à l'aise avec les conséquences. Plus tard dans la soirée, j'ai reçu un message d'un des amis de Nicolas, un gars avec qui je travaillais au début de l'entreprise. Il a dit, je pensais que tu devais savoir que Nicolas disait aux gens que l'entreprise lui revenait de droit. Il disait que tu la lui avais volée il y a des années. Je n'ai même pas répondu. Je l'ai juste ajouté à la pile grandissante de poison qu'il répandait. Même de l'intérieur d'une cellule de prison, il réécrivait encore l'histoire pour se faire passer pour la victime. Le paiement des dommages et intérêts est arrivé 2 semaines plus tard. C'était un peu plus de 7 000 €, assez pour couvrir le nettoyage et les réparations, sans compter les revenus perdus pendant ces 2 semaines de fermeture. J'ai fait don de la totalité de la somme anonymement à un programme d'éducation sur la sécurité incendie pour les écoles publiques. 1 semaine après, mon avocat a déposé les derniers papiers. Le nom de Nicolas a été officiellement retiré de l'entreprise. Plus de parts, plus de pourcentage, plus de mots à dire. Il était dehors, complètement, légalement, définitivement. Et puis la dernière chose à laquelle je m'attendais est arrivée. Mon père s'est présenté à ma porte. Je ne l'avais pas vu en personne depuis le soir du dîner. Il semblait plus vieux, instable. Il a demandé si on pouvait parler. Je l'ai laissé entrer, pas parce que je le voulais, mais parce que j'avais besoin d'entendre ce qu'il dirait en étant forcé de me regarder dans les yeux. Il ne s'est pas excusé. N'a pas mentionné l'incendie. N'a pas demandé comment j'allais. Il s'est juste assis là et a dit, « Je pense que tu as rendu les choses plus difficiles qu'elles ne devaient l'être. » Je n'ai rien dit. Il m'a dit que maman ne dormait plus. Qu'elle me blâmait pour la tournure des événements. Que Hélène avait du mal avec les enfants. Puis il m'a demandé quelque chose que je n'oublierai jamais, est-ce que ça en valait la peine? Et à ce moment-là, j'ai su qu'il ne m'avait jamais vue comme une personne. Juste une ressource, un portefeuille, une dépanneuse, une solutionneuse de problèmes qui aurait dû sourire et accepter l'insulte, le sabotage et l'incendie juste pour garder la famille unie. Je lui ai dit la vérité. Ce n'en valait pas la peine, mais c'était nécessaire. Il est parti sans dire au revoir. Je ne l'ai plus jamais revu après ça. Nicolas est sorti 2 semaines plus tôt pour bonne conduite. C'est ce qu'Hélène a dit dans un message vocal que je n'avais pas demandé. Je n'ai pas écouté le truc en entier. Juste la partie où elle disait que peut-être maintenant nous pourrions tous aller de l'avant. Je n'ai pas rappelé. Il n'y avait nulle part où aller. Après 3 mois en maison d'arrêt, Nicolas est rentré chez lui dans un monde différent. Pas de travail, pas de part dans l'entreprise, plus de réputation en dehors du cercle familial. Mais même alors, même après tout, le discours n'a jamais changé. Il était juste dans une mauvaise passe. Il a fait un mauvais choix. Il avait assez souffert. Mais c'était moi qui étais allé trop loin. C'était moi qui avais rendu les choses irréparables. Ça a commencé petit, invitation manquée, conversation de groupe soudainement silencieuse. Puis c'est devenu plus bruyant.
J'ai entendu par l'ami d'un cousin que ma mère disait aux gens que je devenais difficile à comprendre ces derniers temps. Que le chagrin d'être célibataire me changeait. Celle-là est restée. Ils ne pouvaient toujours pas admettre la vérité, même à eux-mêmes. C'était plus facile de dire que j'avais pété les plombs que de dire que leur fils avait essayé de mettre le feu à mon entreprise. J'ai regardé les fêtes passer en silence. Je n'ai pas été invitée au repas de famille. On ne m'a pas appelée à Noël. J'ai envoyé un cadeau à ma nièce, pas à Lucas, et je n'ai eu aucune réponse. Finalement, j'ai arrêté d'essayer. J'ai fait passer l'entreprise à une nouvelle étape. Ouvert un deuxième emplacement dans une autre partie de la ville. Changer l'image de marque. J'ai discrètement coupé les ponts avec quelques fournisseurs qui étaient trop proches de Nicolas. J'ai tout reconstruit en mieux, plus fort, plus isolé, et j'ai laissé la porte de mon passé se refermer lentement derrière moi. Mais il y a quelques semaines, quelque chose d'étrange s'est produit. Un des vieux amis de Nicolas, un gars nommé Julien, qui aidait pour du travail administratif dans les premières années, m'a contacté. Il a dit qu'il nettoyait un vieil ordinateur portable et avait trouvé quelque chose que Nicolas lui avait envoyé il y a des années. Un dossier de fichiers, des dossiers financiers, des emails privés, même des contrats modifiés avec des horodatages qui ne correspondaient pas. Ce n'était pas juste des plaintes inoffensives. C'était la preuve que Nicolas complotait pour m'évincer de l'entreprise bien avant le dîner, bien avant l'incendie. La fausse histoire qu'il racontait à mes parents sur le fait que je prévoyais de vendre l'entreprise dans son dos? Il avait en fait falsifié quelques brouillons de faux emails pour l'étayer. Il avait tout prévu. Des mois avant que Lucas ne crache dans mon assiette. Ce n'était pas impulsif. Ce n'était pas une dépression. C'était méthodique. Et tout ce temps, je n'en avais connu que la moitié. J'ai tout transféré à mon avocat, pas parce que je prévoyais de poursuivre, mais pour l'archiver, pour le documenter, pour le garder dans un dossier étiqueté au cas où. Mais ça a fait autre chose aussi. Ça a dissipé le dernier brouillard. Pendant longtemps, même après tout, une partie de moi se demandait encore si j'étais allé trop loin, si j'aurais pu gérer ça différemment, s'il y avait une version de cette histoire où je gardais ma famille. Maintenant, je savais que cette version n'avait jamais existé. Je n'ai pas perdu ma famille parce que j'ai changé. Je les ai perdus parce que j'ai refusé de continuer à jouer le rôle qu'ils avaient écrit pour moi. Celle qui payait sans poser de questions. Celle qui ne disait jamais non. Celle qui souriait à chaque insulte et appelait ça de l'amour. C'est fini. Nicolas peut raconter la version de l'histoire qu'il veut. Il peut la tordre, l'adoucir, la retourner. Mais la vérité, la vraie vérité, vit dans les documents du tribunal, les images de sécurité et dans la porte brûlée d'une boutique qu'il a essayé d'incendier. Moi, je reconstruis. L'entreprise est plus forte que jamais. Mon équipe est loyale, soudée et protectrice. Je prévois d'ouvrir un 3e emplacement l'année prochaine, cette fois dans une autre région. Nouveau départ, ardoise propre. Et ma famille, ils ont clairement indiqué où ils se tenaient. Chaque silence, chaque appel évité, chaque message passif-agressif n'était qu'une autre façon de dire « Nous ne serons pas avec toi si cela signifie être contre lui ». Alors, j'ai arrêté d'attendre qu'ils comprennent. Vous n'avez pas besoin d'une famille qui ne vous aime que lorsque vous êtes pratique. Vous avez besoin de gens qui vous aiment quand vous déclenchez l'alarme incendie, pas quand vous restez assis tranquillement dans la fumée. J'ai perdu ma famille, mais j'ai trouvé la paix. La mise à jour. La semaine dernière, j'ai organisé une préouverture pour la nouvelle boutique. Le 3e emplacement hors de la région, juste un petit événement. Pas de presse, juste l'équipe et quelques locaux qui nous soutiennent depuis le début. C'était calme, simple, pas de discours, pas de drame. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai regardé autour de moi et je n'ai pas eu l'impression qu'il manquait quelque chose. Pas de faux sourires, pas d'insultes sous la table, pas de tension rampant sous la surface, juste des gens qui sont venus parce qu'ils le voulaient, pas parce qu'ils se sentaient en droit de posséder ce que j'avais construit. Mon personnel m'a surprise avec une photo encadrée de la grande réouverture du premier magasin après l'incendie. Ils ont imprimé une citation en dessous, « Elle n'a pas brûlé le pont. Elle a reconstruit le monde de l'autre côté. » Je n'ai pas pleuré, pas devant eux, mais je l'ai accroché dans mon nouveau bureau le lendemain,
juste au-dessus de mon bureau. Certaines victoires ne sont pas bruyantes. Elles ne viennent pas avec des applaudissements ou la validation des gens que vous suppliez autrefois de comprendre. Certaines victoires sont juste des matins calmes dans un espace que vous avez créé, entouré de gens qui le respectent, et qui vous respectent. C'est là où j'en suis maintenant.